pas avoir peur du culot, en fait. Ose. De toute façon, le ridicule ne tue pas. Advienne que pourra. Ouais. Celui qui ose et qui a de l'audace. Moi, avoir de l'audace m'a toujours réussi. Tu sais, comme mon congrès l'an passé, j'ai pu aller chercher vraiment des belles personnes que j'aurais pas pu aller chercher sans audace ni persévérance. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Âme d'entrepreneur. Bonjour Miruna, comment vas-tu? Bonjour tout le monde, ça va super. J'avais hâte, ça faisait un moment. Ouais, ça fait un moment qu'on n'avait pas tourné, donc on est très content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va vous présenter une entrepreneur qui nous a été recommandée par Communication Futée. Si vous n'avez pas vu l'épisode de Communication Futée, on va vous mettre quelque part là ou dans la description. Vous allez le retrouver et vous allez pouvoir le voir au complet. C'est un très bel épisode, moi j'avais beaucoup aimé. Et on va vous présenter Cindy, qui nous a été recommandée par sa sœur cosmique, comme elle a dit, en off. Il a bien retenu. C'est ça. Donc, clin d'œil Mélissa. Je vous présente Cindy, petit clin d'œil à Mélissa. Donc, bonjour Cindy, comment tu vas? Bonjour tout le monde. Bonjour Cindy. Ça va, merci. Super. Est-ce que tu peux te présenter qui tu es? Qu'est-ce que tu fais? Comment Slow Caféine, son entreprise? Oui, comment Slow Caféine, son entreprise? Je dis souvent ralentir pour innover. Donc, c'est avec l'équilibre, à travers l'équilibre de vie pour prendre du recul, puis prendre soin de soi et avoir du jus pour aller plus loin. Moi, je suis consultante en développement des affaires, développement des partenariats aussi. Je suis aussi axée sur l'entrepreneuriat féminin et également vraiment beaucoup sur les personnes, les entrepreneurs neurodivergents. En fait. Ça me tient énormément à cœur. Donc, en gros, résumé, c'est ça. Excellent. Et le slow, comment ça a commencé? Qu'est-ce qui t'a fait prendre cette prise de conscience? En fait, comme on a parlé en arrière tantôt, c'est sûr que moi, c'est une dépression puis un épuisement qui m'a menée vers l'entrepreneuriat parce que j'ai vécu ça comme un traumatisme. J'étais plus capable de retourner au salariat, en fait. Donc, j'ai beaucoup étudié la question de la santé mentale, puis tranquillement, la santé émotionnelle, aussi l'intelligence émotionnelle. Et je trouvais ça vraiment, ce sujet-là, particulièrement intéressant, l'intelligence émotionnelle dans les milieux de travail. Donc, j'ai été vraiment me former à travers ça. Et c'est un peu là où je voulais m'en aller, dans les entreprises. Mais l'entrepreneuriat, c'est un chemin. Puis quand on commence, on est dans un work in progress, puis on découvre plein d'affaires. Puis on se découvre des talents aussi à mesure. Puis justement, c'est Mélissa qui a mis le doigt dessus où elle me disait « T'es vraiment bonne en développement des affaires. Wow. T'es vraiment bonne là-dedans. » Puis c'est vrai, elle a raison. Puis j'aimais vraiment ça, faire ça. J'aime vraiment ça. Développer des entreprises, des projets, des stratégies d'affaires aussi, optimiser des processus d'affaires également. Donc, tranquillement, je m'en suis allée vers ça. Puis... mais la santé mentale, la notion de santé mentale est très, très importante pour moi. Et je trouve que c'est vraiment, de toute façon, c'est un sujet de société majeur en ce moment, surtout chez les entrepreneurs. Il y a beaucoup le taux de suicide est élevé en entrepreneuriat. Oui. Les enjeux de santé mentale sont très présents. Et je disais tout le temps, ralentir pour innover, dans le sens où je me rendais bien compte que même moi, quand j'étais vraiment dans le rush, etc., à un moment donné, t'es là depuis 7 heures le matin, à minuit, t'es encore dessus, t'as plus de recul, puis en fait, ce que tu fais, le lendemain, tu revois ça, tu dis, j'ai fait de la merde, en fait. Si je vais me coucher, puis que je prends du temps pour moi, mais quand on repart, en fait, on est super performant, on est super bon, en fait. C'est là où on a les meilleures idées, etc. C'est pas quand t'es fatigué, brûlé, que tu vois plus rien. Donc, il y a vraiment ça que je veux que les entrepreneurs comprennent aussi, qu'en fait, non, prendre une journée pour toi va pas diminuer ta productivité, bien au contraire. Puis ça, c'est vrai pour des employeurs d'entreprise aussi. Là. Oui. C'est ralentir permet d'aller plus loin par la suite. Comment tu les convaincs? Parce que tu sais combien, je n'ai plus le nombre en tête, de « oui, je sais, oui, je devrais, oui, je sais que c'est bon ». Mais bon, ça va venir. Et comment les convaincre? Ou est-ce qu'on devrait essayer plus de les convaincre ou on va juste rester là et les voir à frapper le mur, ralentir par force parce que nous aussi, on a été là. Ouais. En tout cas, moi, j'ai été là. Je n'essaye plus de convaincre personne.
Parce que de toute façon, toi aussi, tu as lâché prise de convaincre. J'ai lâché prise avec ça. Mais je le montre avec ma manière de travailler. Tu sais, je donne un exemple. J'ai une cliente. Bon, l'objectif, c'était de développer des points de vente, d'accord? Donc, elle était sur un contrat de 6 mois avec moi pour développer des nouveaux points de vente en présentiel dans l'ensemble du Québec. Ben, c'est certain que moi, là, je suis pas, OK, je vais enchaîner, puis je vais faire des appels pour toi, de la prospection. Non, attends une minute, là. On va y aller avec la qualité, pas avec la quantité. Donc, moi, je prends mon temps, j'analyse, je regarde, je vais voir les boutiques même qu'elles me proposaient. Je faisais une analyse, j'allais jusqu'à regarder la mission, les valeurs de l'entreprise, tout ça. Puis quand je dis, c'est bon, là, on va aller contacter telle ou telle personne, mais c'est parce qu'on avait, je pense qu'on a eu presque 90% d'ouverture de points d'acceptation de closing. Donc, finalement, elle est rendue, je pense qu'il y a 13, 14 nouvelles points de vente en moins de 6 mois, là. Pourquoi? Ben, j'ai pas fait de la surcharge. C'est parce qu'on y était avec la qualité, prendre le temps de vérifier cette qualité-là, de mettre en point une stratégie, de suivre la stratégie, au lieu d'y aller comme ça dans le mur, puis forcer les choses, là, en fait. Donc, je vais essayer de le montrer par l'exemple. Quand on me demande combien d'heures je fais 30 heures dans mon entreprise actuellement. De toute façon, je peux pas donner plus. Je suis neurodivergente, j'ai pas l'énergie, mais mes livrables sont livrés. Donc, bon. Très intéressant. Ouais. La qualité plutôt que la quantité. Oui, vraiment. Là. Et c'est quoi le type d'entreprise avec lesquelles tu travailles? C'est quoi les défis que tu rencontres avec elles? Bon, j'ai travaillé avec beaucoup d'entrepreneurs féminines. Je suis plus tournée maintenant, je veux plus aller me tourner vers les PME, en fait, qui sont sur un plateau de croissance parce qu'on les a laissés tomber, je trouve. Avec tout ce qui se passe actuellement, on nous dit qu'il faut prendre soin de nos PME, etc. Puis, le gouvernement les a laissés tomber. Donc, je veux m'en aller là parce que c'est des entreprises souvent qui ont les mains sur le terrain, les mains... ils sont dans l'action beaucoup, puis il manque souvent de structure dans le développement des affaires, justement. Donc, c'est pas optimisé. Donc, des fois, on va être sur un plateau alors qu'il y aurait encore des choses à faire. Ils n'ont pas le temps, des fois, de développer des nouveaux services ou des nouveaux produits non plus. Il y a beaucoup de travail. Le virage numérique est pas fait ou n'est pas bien fait ou optimisé. Je vois des choses, je vois des sites web. Des fois, je fais « Oh mon Dieu !» ou des blogs et puis ça fait 2 ans qu'il n'y a rien eu dessus. Tu sais, tout ça, ça fait partie. Il y a des stratégies. Il y a le système de vente aussi qui est comme bancal à travers ça. Donc, ça marche, ça va bien. Mais ça stagne, en fait. Puis c'est là où je trouve ça intéressant parce que moi, j'adore la résolution de problèmes, je suis bonne pour ça. Et j'adore l'innovation aussi à travers ça. Donc, c'est là où j'interviens. J'avais tenté de travailler avec des entrepreneurs en démarrage féminines parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de travail à faire, mais il y a beaucoup d'éducation. Et par rapport aux services que je fournis, je pense que ces femmes-là ne sont pas rendues là souvent. Non, ne sont pas prêtes. Puis c'est normal, Mélissa l'explique, beaucoup elle avait fait je me souviens, un de ces événements, justement, nous expliquer les 8 phases de l'entrepreneur. Oui, elle a dû vous en parler. Sur l'épisode. Le Canva. C'est tellement, oui, mais c'est tellement ça. Je dis, Mélissa, il faut que tu écrives un livre là-dessus, clairement, parce que, mon Dieu, mais toutes les écoles de formation devraient avoir ça en main. C'est tellement juste. Et je le vois, puis là, c'est une perte de temps. Moi, je suis une véritable ambassadrice pour les femmes de la Fondation Lise Wattier et qui font un excellent travail en démarrage d'entreprise parce qu'ils ont une approche avec des valeurs communes que moi, je partage. Donc, j'ai tendance à référer à la Fondation Lise Wattier parce que eux prennent en compte la personne dans sa globalité, l'aspect multidimensionnel, pas que le côté théorique de l'entrepreneuriat. Puis, moi, je trouve ça formidable ce qu'ils font et je trouve que c'est très adapté. Donc, rendu avec des clientes qui sont en démarrage, je vais plus les référer à la Fondation et les mettre en contact avec la Fondation Lise Wattier. Puis, un jour, elles seront rendues à moi, peut-être. Oui, donc, c'est ça. Je suis plus avec des entrepreneurs en plateau de croissance. Qui savent ce que c'est le développement des affaires quand même, qu'ils comprennent, puis qu'ils comprennent que l'investissement est nécessaire. Quand on investit 4 000 $ pour avoir un retour de 6 000 à 10 000 $, c'est un bon investissement. Et ça vaut la peine. Oui, ça vaut la peine. Oui. Ils ne voient pas ça comme une dépense. Ce qu'on voit beaucoup chez les femmes aussi, c'est « je ne veux pas m'endetter ».
C'est pas une dette, là. En entreprise, tu es obligé d'y laisser de l'argent sur la table. C'est de l'investissement. Dépense et investissement, c'est pas le même mot. C'est ça. Non, c'est pas la même mot. La définition n'est pas la même. Non. Mais beaucoup de femmes, et ça, c'est un vrai frein, en fait, à l'entrepreneuriat féminin. Ils voient une dette, en fait. Donc, ça ne fonctionne pas. Mais moi, je dis toujours, non, l'investissement, c'est comme délégation égale croissance. Déléguer, tu vas donner de ton argent, tu vas en avoir moins dans tes poches, mais c'est pour le mieux par après, là. Oui. En fait. Est-ce que tu vois une différence entre la prise de risque des entrepreneurs féminines versus celle de... généralement parlant? Oui, en général, là, on fait une généralité, c'est pas tout le monde. Là. Oui. Mais les entrepreneurs féminines, souvent, la prise de risque, il n'y en a pas. Et je trouve qu'il y aurait vraiment une éducation à faire. Tu sais, on a des écoles de formation en entrepreneuriat. Puis je pense qu'on devrait vraiment intégrer la notion de gestion de risque. Oui, j'allais te dire, ils ne parlent pas de ça. J'en ai fait deux, jamais. Puis jamais on m'a parlé de ça. Je pense que même les personnes qui accompagnent les entrepreneurs, même dans les institutions financières, devraient être plus formées. Au Québec, on a un petit problème avec la gestion de risque. On est souvent, ce que je remarque, on est plus conservateur. Oui. Tu regardes, alors là, je m'excuse de prendre les États-Unis en exemple. Un peu honte de ça, mais c'est une réalité, c'est un fait, là. Eux autres, la gestion de risque, les risques, ils en prennent, même les entrepreneurs féminines. Là, les Américains, là, ils y vont avec ça. C'est sûr qu'il y a plus d'entreprises qui ouvrent et qui ferment, c'est certain, mais il y a un taux de réussite aussi qui est là. Donc, il y aurait peut-être des choses à voir, ce qui peut se faire ailleurs, pas forcément aux États-Unis, mais de voir ailleurs. Est-ce qu'il y a des manières de faire de la gestion de risque aussi qui fonctionnent bien puis qui est adaptée? Le problème, c'est que les femmes, souvent aussi, sont sur des modèles plus novateurs. Ils sont souvent sur de l'économie sociale aussi. Puis elles vont chercher des choses parce que, elles veulent pas, vu que c'est comme j'ai pas d'argent, il faut que je trouve des façons d'avoir un modèle où je peux plus ou moins m'en sortir quand même. Oui. Puis c'est pour ça qu'on est sur des modèles plus novateurs. Mais des fois, c'est pas avec les... avec les structures actuelles puis les critères actuels, c'est comme jugé pas finançable. Parce qu'on sort du modèle qui est un modèle patriarcal en réalité. Alors que là aussi, il y a une gestion de risque à apprendre dans les institutions financières. Dire, OK, on prend le risque avec toi. Même si ça a l'air d'être un peu, on va t'accompagner là. Mais ça se fait pas. On est vraiment dans des modèles. Il y aurait la manière d'attribuer du financement devrait être revue, en fait, aussi, en partie. Ou alors avoir des programmes pour ce genre de choses. Je sais pas, il y aurait quelque chose à faire, à revoir dans notre système, ça c'est sûr. 100%. Et il y en a bien de dossiers que je sais qu'ils n'ont pas passé au fait parce que le modèle n'était pas si attirant versus les techs ou d'autres choses qui passent comme dans le beurre. Oui. Il faut le dire, il y a une grande différence, vraiment. Oui. Et comment on est immigrante, mère de famille et qu'on devient entrepreneur? Oh ben là, je sais pas. Il y a des gens qui disent comment tu fais? Je sais pas, je fais. J'ai pas de réponse à ça. Je pense que la gestion de temps serait une priorité, mais moi, ma gestion de temps, ça a été long à trouver quelque chose, là, parce que neurodivergente, TDA et HPI, c'est pas un cocktail débile pour avoir une bonne façon de gérer son temps. Mais j'ai juste conscience, je fais beaucoup de développement personnel, donc je me fais aider pour ça, par rapport à ça. Là, tu sais, j'ai fait beaucoup de progrès, puis je me force, en fait. Fait que c'est demandant. Idéalement, j'ai toujours rêvé d'avoir quelqu'un qui gère mon propre temps, je pense, et qui m'organise. Mais je sais pas comment répondre à cette question. Franchement, c'est comme j'essaie de bien m'organiser, d'avoir des plages, des blocs. Mais tu sais, puis les enfants, ma fille, là, fait de l'anxiété sévère aussi. Elle est HPI, puis elle fait de l'anxiété. Écoute, c'est comme 15 fois par jour qu'elle est capable de m'appeler, là. Okay. Fait que des fois, j'ai la texture, je m'excuse, je suis en rencontre, je peux pas, Puis c'était rendu à un running gag avec ses amis à l'école parce qu'il disait, tu vas voir, ta mère, elle va te répondre, puis elle va te dire qu'elle est en rencontre encore une fois. Elle est toujours en rencontre. Mais là, et puis une fois, ma fille m'a dit, ouais, mais c'est vrai que je t'appelle tout le temps aussi. Fait que, eh bien, oui, je travaille, je m'excuse. Mais comment on fait? Faut s'entourer, tu sais, faut bien s'entourer. Faut s'entourer quand on a un partenaire, c'est de partager la charge, puis que le partenaire comprenne que
Oui, je suis dans la maison, mais je travaille aussi. Moi, j'ai fait moi, j'adore les tableaux Excel. J'ai fait un tableau Google Sheet Drive partagé avec deux colonnes. Puis je dis, on va gérer notre temps avec ça. Puis moi, j'ai mis ça, là, quand c'est orange foncé, travail, c'est non négociable, cette portion-là pour moi. C'est-à-dire que non, je suis pas disponible pour quoi que ce soit d'autre que mon travail. Puis la portion, oui, un peu plus claire, j'ai mis travail flexible. Je peux gérer quelque chose si jamais on a besoin. Je sais pas, moi, d'aller chercher un enfant, si tu as besoin que je t'emmène à quelque part, X, Y, Z, ben là, je peux m'arranger sur cette période-là. Fait que je me suis arrangée comme ça, puis ma fille, j'ai mon téléphone, par exemple, parce que j'étais en ne pas déranger, mais elle pouvait bypasser. Fait que j'ai fait en fonction qu'elle ne puisse plus bypasser. Fait que mon téléphone ne sonne plus quand je suis en mode silence, c'est pour tout le monde. Et puis, c'est ça, c'est des périodes, je lui écris, je lui dis aussi, des fois, tu peux m'appeler pendant X temps. Fait que ça, le respecte. Donc, c'est de trouver des choses à travers les essais-erreurs, parce que j'ai passé une année épouvantable en termes de gestion de temps, en termes de gestion de la famille aussi. Ça a été une horreur. Puis, ça 2 fois. Donc, c'est ça. Puis, c'est se connaître aussi, c'est le niveau d'énergie. Moi, je suis hyper productive le matin. L'après-midi, tu sais, ça ralentit. Donc, c'est de mettre tes tâches aussi au bon moment. Les bonnes tâches au bon endroit. Oui, c'est ça. Ouais. Après, je travaille vite aussi. Donc, le fait que je vais dire, là, cette semaine, je suis en moyenne sur du 30 heures. Pour moi, je fais le travail de quelqu'un qui en ferait quart. Parce que je travaille vraiment vite. J'ai une capacité de travail qui est assez hallucinante. Mais il faut que je sois hyper focus. Donc, j'ai une tisane focus que je prends le matin avant de travailler, de la musique sur les oreilles. Et si je ne suis pas dérangée, je vais être hyper focus et hyper productive à ce moment. Parlant de focus et ce que tu m'as nommé tout à l'heure, j'en vois vraiment une différence entre encore une fois, comment les femmes se font solliciter, femmes entrepreneurs et les hommes entrepreneurs. C'est vraiment, je ne sais pas si tu l'as remarqué, généralement parlant, quand un homme entrepreneur a quelque chose à faire, les enfants ne vont pas le déranger. C'est comme, il est là, il est dans sa bulle, on ne va pas le déranger. Tandis que les femmes entrepreneurs ou les femmes qui sont multipreneurs aussi, donc elles aident à d'autres projets à part de leur projet, elles se font vraiment solliciter par 1001 choses. Et c'est évidemment, elles ne vont pas avoir le même niveau de focus, ni d'énergie, et ni de temps qui leur reste pour les autres projets. Est-ce que tu as remarqué? C'est difficile à dire parce que moi, j'ai pas, dans mon entourage proche, j'ai pas d'homme entrepreneur. C'est dans mon réseau, oui. Donc, tu sais, je le vis pas, je le vois pas, mais je le conçois tout à fait parce que mon conjoint, il est enseignant au cégep. Donc, il travaille en grande partie de la maison, il arrange son horaire, etc. Puis, oui, effectivement, si je fais la comparaison avec lui quand il est à la maison, etc., effectivement, il va être peut-être moins sollicité. Et moi, je vais aller moins le solliciter parce que je le sais qu'il travaille. Mais la différence, c'est qu'il me l'a nommé. Et moi, je pense qu'on a une responsabilité en tant que femme d'arrêter d'être partout puis de dire, comme j'ai fait cette année, on va voir, ça fait une différence. Stop, là, je travaille, je ne serai pas disponible. Puis de le nommer au conjoint puis aux enfants. Et je pense que c'est parce que quand on est une femme puis qu'on est maman, etc., on est comme la Wonder Woman qu'on veut être. On veut être partout, mais c'est pas possible. Puis là, c'est pas être une mauvaise mère, je pense, de dire, il y a des moments où j'arrête de prioriser mes enfants. Je vais me prioriser moi puis ce que j'ai à faire parce que je fasse rouler mon entreprise aussi. C'est pas être un mauvais parent, on n'est pas juste une mère. C'est difficile. Ce que tu viens de dire, je sais, il y en a, it's gonna land difficult. Je sais, mais c'est dur, moi, avant d'en arriver là. Oui, ça a été dur avant d'en arriver là, mais il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce que tu veux la faire marcher, ton entreprise, ou pas? Ou est-ce que tu veux continuer de dire, là, j'y arrive pas, je comprends pas, puis je suis pas concentrée. Puis on a aussi une responsabilité en tant que personne. On peut pas... Oui, il y a des choses, il y a des biais cognitifs au niveau de la société, mais on a aussi notre propre responsabilité en tant que femme et entrepreneur pour prendre notre place. Puis je pense que, tu sais, on veut tout faire. Moi, aujourd'hui, je n'aurai pas le temps de faire un souper. Fait que soit on ira chercher du resto, soit le conjoint le fera. Je lui nomme, puis si lui non plus n'a pas le temps, on ira chercher un truc à emporter, puis c'est pas grave, on mangera une pizza ce soir. On va pas mourir, les enfants seront contents de toute façon. Oui, ils sont toujours contents pour les pizzas. Ou c'est de t'organiser pendant un temps, c'est ça qu'on faisait aussi avec mon conjoint, c'est que le dimanche, on se mettait tous les deux, puis on cuisinait plein de plats, on congelait. C'était le fun aussi à faire. Fait que c'est de le nommer, de prendre sa place, je pense, puis de...
pense que c'est un travail à faire sur nous-mêmes aussi. C'est la femme avec la femme, là. Après, c'est certain que je dis ça, mais il y a des personnes qui vont avoir des conjoints qui vont être plus difficiles aussi. Donc, c'est voir ta relation, voir où Ou tu voir veux pas être. de conjoint. Ben, c'est ça. Mm. Ouais. Tu sais, quelqu'un qui est monoparental, c'est vrai que c'est plus difficile. C'est vrai. Puis ça dépend de l'âge des enfants aussi, mais moi, j'en ai une, entre autres, de 16 et 7. Ben, il y a des moments, je veux dire, tu vas garder ton frère. Tu es capable de le faire. L'autre, il est parti de la maison, mais c'est... Comment elle va pleurer? Ben ouais, mais je travaille. Tu es capable de garder... Ah, t'as ton cours de gardien averti, là. c'est ça ou j'aurais pas l'argent pour payer à manger le mois prochain. Ouais, c'est ça. Donc, tu sais, c'est essayer de trouver des solutions. Puis c'est là où, quand on a un réseau, développer son réseau, c'est super important parce que je suis convaincue que si, admettons, tu es monoparental puis que tu as un enjeu, puis tu as forcément quelqu'un qui va accepter de venir t'aider. Écoute, là, j'en peux plus, j'arrive pas à travailler. Tu vas trouver, il y a des solutions tout le temps. Ouais. Tu sais, même en étant créative ou en faisant appel... un organisme, je sais pas, mais il y a, tu sais, des fois, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui vont lancer un cri du cœur, puis là, il y a l'effet de solidarité, de sororité qui va embarquer aussi. Donc, il y a des solutions. Je suis persuadée, là. Cédric, quelles sont tes observations? Non, je suis d'accord avec ça. À un moment donné, tu dois prioriser tes trucs. Faut trouver un entrepreneur, il est là pour régler des problèmes, de toute façon. Oui. Donc, fondamentalement, mon mentor, Michel, ce qu'il disait, c'est que ta job, c'est de régler des problèmes. Je lui ai dit, un jour, j'ai dit, quand est-ce que ça s'arrête? Il m'a dit, jamais. Ça s'arrête. Ça. Moi, j'adore ça, régler des problèmes. Puis c'est que je dis à mes enfants, mon fils, il est drôle, mon petit garçon, il le dit des fois aussi maintenant. S'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. Si t'as pas de problème, c'est que s'il y a pas de solution, c'est qu'il y en a pas de problème. Donc, moi, si tu me dis qu'il y a un problème à quelque part, mon cerveau, de suite, va se mettre en mode solution. Puis ça, c'est quelque chose qui m'a peut-être épuisée aussi parce que quand il y avait des enjeux à la maison, de problématiques, même relationnelles, par exemple, entre mon conjoint et ma fille ou mon plus jeune qui est Asperger ou des choses comme ça, mais j'étais en mode solution. Qu'est-ce qu'on va faire pour résoudre ça? Tout le temps, ça pédalait. Puis là, je mettais des choses en place. Puis je faisais appel à un spécialiste. Fait que dans mon entreprise, j'étais comme en mode solution, mais à la maison aussi, tout le temps comme ça. C'est ça. On a tendance, les entrepreneurs ont tendance à, OK, on peut le régler. Ça peut se régler. Ouais. C'est quoi moi, des fois, je suis comme ça. C'est OK, ce problème-là, ça fait trop longtemps qu'il dure. OK, je règle ça, je fixe ça aujourd'hui. Et on n'en parle plus. Et sauf que des fois, ça ne nous appartient pas, il faut lâcher prise. Aussi. Oui, et le fait de laisser justement ces dynamiques-là, il y a une valeur à laisser les autres se débrouiller pour qu'eux-mêmes apprennent à régler ce genre de problème sans attendre qu'on intervienne tout le temps. C'est quand t'es des employés, ça. Oui. Tu rencontres ce genre de truc et tu dis, faut que je laisse se casser les dents. Oui, on a tous ce besoin de passer par là pour augmenter au niveau d'autonomie, non? Oui. Parlant d'autonomie, justement, quelle est ta façon d'accompagner, entre autres, généralement les femmes qui sont en croissance? Quels sont les barèmes que tu vois un petit peu avec elles de manière générale à traverser pour qu'elles augmentent en autonomie? Souvent, c'est vraiment en matière de développement des affaires. Souvent, même de base, elles n'ont pas de stratégie de développement des affaires, même sur les réseaux sociaux. Puis, le réseautage aussi, c'est comme un enjeu que je vois. Oh, j'aime pas ça, j'aime pas sortir de chez moi. Je me sais pas quoi dire, mais quand ils goûtent au réseautage, après, moi, je suis rendue droguée au réseautage, là. J'adore ça. Puis, il y a toujours aussi le biais de... Quand il faut les taper aux portes de clients potentiels, c'est comme, oh, j'ai peur de passer pour une balayeuse, une vendeuse de balayeuses. Là. Des choses comme ça, mais c'est parce qu'il n'y a pas de stratégie. À une méconnaissance. Moi, mes meilleurs résultats, là, c'est quand tu prospectes à l'ancienne, là. Vraiment. Plus. Ouais. Téléphone. Discute, rencontre. Et c'est moins épuisant que les réseaux sociaux, à quelque part, des fois. Puis, il y a aussi cette... là, l'enjeu, quelque chose qui me vient vraiment me chercher beaucoup, c'est quoi ta stratégie, en fait? C'est sur les réseaux sociaux. Mais tu ne vends pas sur des réseaux sociaux. Oui, il y en a qui vont vendre sur les réseaux sociaux. Mais on a passé ce momentum-là. Ça, c'était vrai beaucoup au moment de la pandémie. L'année d'avant la pandémie, quand on regarde beaucoup d'entrepreneurs web, c'est là où ça a explosé beaucoup. Oui. Mais maintenant, on est rendu déjà ailleurs. Puis le problème, souvent, c'est le manque
d'innovation puis de perspective à travers ça. Et il y a trop de monde qui sont comme dans la modélisation au lieu d'être dans l'innovation. Oui, mais elle, ça marche. Oui, mais elle a fait ça. C'était avant. Puis souvent, ce qui manque, c'est que, OK, on te dit de mettre ça en place, mais c'est pas personnalisé. Est-ce que c'est vraiment adapté à qui tu es, à ton entreprise, à ce que tu vends, à ce que tu fais? Et moi, ça passe beaucoup par l'hyper-personnalisation et la co-création. Parce que c'est très important pour moi, l'entrepreneur soit impliqué dans son processus de développement puis qu'elle comprenne aussi ça. Donc, elle a une part de responsabilité à travers ça. Et ça donne vraiment des beaux résultats. Vraiment. Intéressant. Intéressant. Et puis, j'aime bien le fait que tu dises que, tu sais, le développement des affaires a changé entre le Covid et maintenant. Oui. C'est quoi le grand pas qu'il y a eu? Parce que je suis sûr qu'il y a plein d'entrepreneurs qui écoutent et qui se disent... Avant Covid, je peux pas vraiment en parler parce que je n'étais pas entrepreneur. Donc, moi, j'ai connaissance, j'ai vécu, j'ai été représentante de mon appel au téléphone, on va taper au pas vraiment à l'ancienne. Mais après, il y a eu la COVID, on était tous sur le web. Fait que là, oui, on vendait sur le web. Mais ceci dit, les gens, quand même, reste que les gens démarchaient pareil via Facebook. On a connu ça via Messenger dans les groupes. La fameuse méthode de donner des conseils dans les groupes, puis après d'aller parler avec la personne. Cette stratégie-là qui maintenant, tu te dis, à chaque fois qu'on m'aborde, c'est pour me vendre quelque chose au final. Ou tu vois l'approche, en fait. Puis il y en a qui le font, puis que ça va marcher. Puis tant mieux qu'ils continuent de le faire si ça marche. C'est pas ça que je dis d'arrêter de le faire. Mais c'est parce qu'il y en a beaucoup qui vont essayer ça puis que ça marche pas, mais c'est parce qu'il manque toute une structure, une stratégie, des systèmes de vente et des choses comme ça. Maintenant, on est beaucoup revenu en mode hybride, le présentiel est quand même demandé. Moi, j'ai de la demande pour du présentiel. J'avais cette conversation-là avec une directrice de chambre de commerce où eux, c'était vraiment bizarre, étaient encore beaucoup dans le virtuel, puis elle me parlait depuis la pandémie, mais j'étais comme, ça fait longtemps que j'ai pas entendu depuis la COVID. J'ai dit, ça fait longtemps que j'entends plus ça. J'étais comme, c'est bizarre, votre affaire, comme si eux, ils avaient comme un petit train de retard sur nous. Je sais pas, moi, j'habite pas à Montréal pourtant, mais même à Drummondville, on est retourné plus vers du présentiel ou le mode hybride. Alors, je pense que maintenant, on est sur quelque chose la personnalisation est très, très importante. L'expérience aussi, client avant même qu'elle commence également. Et l'humain. En fait, c'est l'humain qui est beaucoup remis au cœur de tout ça, en fait. Puis on a tellement d'informations aussi, des fois, qui n'est pas forcément utile, en fait. Apporter justement de la vraie information utile puis de la vraie résolution de problèmes avant même que les personnes soient tes clientes également, ça a de la valeur, le donner, pas faire juste recevoir, et donner, échanger, puis entretenir son réseau et pas que quand tu as besoin, en fait. Des vraies relations. Des vraies relations humaines, oui. Fait que je pense que ça fait beaucoup, puis ça permet aussi d'être référé par la suite également, puis de parler ce que tu fais aussi. Parce que si tu ne parles pas de ce que tu fais, personne ne sait ce que tu fais, en fait. C'est ça, beaucoup. Là. C'est mon point de vue. Il y a des gens qui ne seront pas d'accord, c'est sûr. Là, surtout ceux qui travaillent beaucoup sur le web ne seront pas forcément d'accord avec ce que j'explique nécessairement. Mais... Ça fait du sens. Moi, je travaille sur le web. Oui. Je fais de la publicité. Ça fait 10 ans que je vends ça sur le web, mais je m'intéresse toujours à... Tu peux pas vendre être dans un canal et être en silo et se dire, c'est bon, ça fonctionne. Moi, je sais comment, tu me dis comment vendre sur Facebook, sur TikTok. Je peux transformer. Il y a des compagnies, je leur fais faire des millions avec ça. Et c'est vrai que ça marche pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. On va se reparler alors. Moi, je suis en mode hybride. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est dépendamment du projet, dépendamment du marché. Tu sais, il y a des fois, je me retrouve face à des clients qui sont dans une industrie. Je leur dis, ce canal n'est pas fait pour ton industrie. Oui, tout à fait. On peut forcer, mais si la personne en face, elle n'est pas prête ou elle n'est pas dans ce canal tout court, ça ne marchera pas. Donc, il y a ça aussi qu'il faut voir. Oui, moi, j'ai eu un cas, je suis tout à fait d'accord. Puis c'est là où, c'est pour ça que je tripe aussi analyser, etc. Maintenant, j'ouvre une page Facebook de quelqu'un, je vois de suite, il n'y a pas de stratégie, c'est toi qui as fait les visuels. C'est comme je vois de suite, OK. Puis je ne sais pas comment je fais. Puis souvent, dans mon entourage, ils me le disent, mais je vois le problème, je vois la solution, elle est déjà là.
Je sais pas comment je fais. C'est comme ça apparaît. Là, ça fait un peu mystique, mon affaire, mais je vois de suite, souvent, qu'est-ce que ça prend et qu'est-ce qu'il faut. Et à un moment donné, j'ai eu quelqu'un qui voulait aller sur TikTok. Elle me partage ça, puis c'était pas une cliente à moi, là, c'est une discussion qu'on a eue. Et elle voulait rentrer dans des écoles, en fait, faire des ateliers, etc. Puis je lui dis, mais pourquoi tu veux aller sur TikTok si tu veux rejoindre les profs? Puis elle me dit, les profs sont là. Ah. Et j'ai dit, t'as-tu fait une étude de ça? T'as-tu analysé? Elle me dit, non. Ben, comment tu le sais? Ah, mais c'est parce que c'est ce que tout le monde m'a dit. Moi, là, je peux te dire que les profs pensent pas qu'ils tripent tous sur TikTok, là, au contraire, mais puis à la fois, essaye-le, là, mais... Après, des fois, il y a de l'essai-erreur. Des fois, tu peux être surpris sur un marché. Je dis jamais non, mais dans ce cas-là, mets un petit pied, tâte le terrain, regarde, tu te donnes un objectif, un premier objectif qui va te dire, c'est un indicateur de, OK, il y a un potentiel ou il n'y en a pas. Mais il faut qu'il y ait une structure. Tu ne peux pas te baser, selon moi, sur c'est ce que tout le monde me dit. Non, ça se peut... Définitivement. Il y a un temps d'essai. Oui, c'est ça. Moi, je suis très axée sur l'expérimentation terrain. Je suis quelqu'un qui va aller sur le terrain. Moi, je vais aller sur le terrain avec mes clientes. Je vais faire des appels avec toi. Je vais t'en faire, moi, des appels. Je vais aller chercher des partenaires, je vais aller chercher des prospections. Oui, j'ai mis en place des blocs express, des blocs de prospection express. J'ai dit, je vais aller le faire. Donc, c'est comme des plages de une journée ou une demi-journée. Tu prends ce que tu veux, c'est un bloc où je ne fais que ça pour toi. Moi, je tripe là-dessus. Tu aimes ça? Oui, je trouve ça cool. J'ai une question fondamentale pour toi et je pense qu'il va intéresser beaucoup de gens. OK. C'est mon avis, ça engage que moi, mais je veux savoir le tien. Toi qui fais ça, de la même manière, tu sais, t'as des canaux et t'as des endroits, il y a tes clients. Est-ce qu'il n'y a pas d'une certaine manière, je ne vais pas donner ma réponse à moi, mais il n'y a pas d'une certaine manière des profils qui ont des manières de prospecter, qui sont plus à l'aise dans certains canaux et qui des fois, je vais prendre un exemple concret, moi. Moi, tu me donnes un téléphone, tu me dis de prospecter par téléphone. Je vais transpirer juste à soulever le téléphone. C'est un fardeau pour moi. C'est un fardeau. Non, mais vraiment. Il faut que j'appelle 3 personnes. Je vais trouver toutes les tâches possibles à faire autres pour repousser le temps de l'appel. Je pense qu'il y en a plein qui se reconnaissent là-dedans. Oui, surtout les introvertis. Par contre, tu me demandes de prospecter et sur les réseaux sociaux, tu me demandes de prospecter en cold email. Ou si je fais du warm avec aller rencontrer même des gens sur le terrain, là je suis bon. Mais le téléphone, je n'arrive pas. Est-ce que, je veux savoir ton avis, c'est quoi que tu penses de ça? Est-ce qu'il y a aussi des gens qui sont pas mieux faits pour certains canaux, pour qu'ils excellent dans certains canaux, plutôt que d'aller dans des canaux qu'ils ne maîtrisent pas, où ils vont devoir faire des efforts surhumains? Pour moi, c'est surhumain. Vraiment, le téléphone, c'est horrible. Moi, je t'appelais mon médecin. Je comprends. En fait, oui. À quelque part, tu dis, tu es sur un canal, est-ce que ça marche pour toi? Ouais, après, il faut des résultats. Si ça marche, let's go. Mais je pense que oui, parce que on est tous différents. Puis, la prospection, c'est comme l'entrepreneuriat. Il n'y a pas une voie de réussir. C'est comme les études. Il n'y a pas une voie pour réussir. Il y en a, ils vont décrocher, puis ils vont avoir une méga belle entreprise, puis être bons dans leur domaine et tout ça. Là. Moi, je ne crois pas au chemin tout tracé, tout fait. Donc, si j'ai une cliente qui me dit, moi, ça marche bien comme ça, c'est sûr que je vais regarder, peux-tu optimiser autrement? Mais je vais aussi aller t'aider là-dedans. Comment ça, on va l'optimiser? Et puis, est-ce que si on fait d'une autre manière, on va réussir? Mais je pense que oui, tout à fait. Puis, il y a beaucoup de monde qui n'aime pas le téléphone. Mais je trouve que le téléphone est particulièrement efficace parce qu'il y a le contact humain. Puis, moi, je vais le prendre, je suis décontractée. Je vais jaser de la pluie et du beau temps avec la fille. À un moment donné, elle va me dire, mais pourquoi vous m'appelez, en fait? Vous êtes qui? Oh, oui, on a parlé d'autre chose. Puis, souvent, ça fait un côté chaleureux, humain aussi. Puis, c'est là où j'ai des réponses qui sont positives parce que, moi, j'appelle, je me prends pas forcément toujours au sérieux non plus. Est-ce que ça prend pas une certaine qualité? C'est par exemple, moi, je rencontre des clients, t'as été ma cliente à un moment donné, etc. et tout ça. Je les rencontre en visio. Oui. Très, très à l'aise. C'est un canal où pourtant, je parle à la personne aussi, j'arrive à faire son contre gens. Mais quand j'ai pas le eye contact avec la personne et que je suis juste à la voix. Mais c'est parce que pour avoir un visio, t'as fait une étape avant pour lui parler, pour pouvoir l'amener à une rencontre en visio. Aussi.
Quand je prends le téléphone, je lui parle directement, puis à la voix, j'entends un petit peu l'expression, etc. Mais c'est ce que je dis, il n'y a pas de mauvaise ni de bonne réponse. En fait, c'est comme toi, tu le sens, puis qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Moi, je trouve ça plus rapide et efficace. Ah, c'est sûr que c'est plus rapide. Comme une réponse de suite, comme ça. J'ai déjà laissé de l'argent sur la table avec les appels. Ça, c'est sûr et certain. Ouais. Mais, tu sais, j'ai mes méthodes aussi, mon call d'email, etc. Et je sais que j'ai un processus. Par exemple, en formation, en webinaire, rencontrer les gens, livrer de la valeur, j'adore ça. En fait, avec le temps, j'ai trouvé ma manière à moi de prospecter. Oui. C'est bon. Mais c'est très bon. Là. Des fois, cette manière-là, elle ne peut pas forcément marcher sur une autre industrie. Non, puis ça dépend de ta clientèle cible ou de ton industrie. Tu sais, quand tu dis une bonne, mauvaise manière, ça me fait penser beaucoup à... Tu sais, je parlais beaucoup de gens qui t'écrivent sur Messenger, puis no way, là, des fois, puis qui prospectent de cette manière-là. Puis, tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé... Oui, bonjour, j'ai monté un super programme pour la désintoxication, pour la dépendance alcoolique. Là, j'ai-tu l'air d'une alcoolique sur ma photo de profil? Le IA, je le connais pas. Oui, tu connais, ouais. Là, c'est très impersonnel. Ben, tu sors d'où, toi, là? Ça revient à ce que tu as dit, c'est de la stratégie. Par exemple, moi, quand je vais faire du call d'email, c'est pas genre je bombarde des emails au hasard, copier-coller. C'est que, comme toi, c'est maintenant avec l'IA, je peux analyser une centaine de sites de manière plus rapide, regarder les points communs, le point commun qu'il y a entre toutes les personnes que je vais prospecter. Je me fais une liste de 100, pas de 4000, une liste de 100. OK, cette liste de 100, voilà tous les points communs. Voici toutes les forces, voici la valeur que je peux ajouter à ce qu'ils font déjà. Et là, après, j'attaque dans cet angle-là. Donc. C'est exactement ce que je disais tantôt quand je disais la qualité avant la quantité. C'est exactement ce que moi, je fais avant d'appeler. Je peux passer comme le premier mois à rechercher à travers les prospects potentiels. Puis, s'il y a un site web, c'est d'aller voir. Des fois, je me suis tapé comment ça s'appelle, les trucs annuels, là, les rapports annuels aussi en détail ou à mettre ça dans l'IA pour faire des résumés, tout ça. Mais de voir c'est quoi la valeur, c'est quoi la mission, puis c'est quoi les projets qu'ils veulent développer, parce que de la manière dont tu vas aborder ça, puis les mots que tu vas nommer, que ce soit dans un courriel ou au téléphone, c'est là où ça va avoir un impact différent, mais ça reste de l'hyper-personnalisation. 100%. 100% les termes techniques de l'industrie, etc. 100%. Donc, ce travail-là que tu fais, je le fais aussi, là. Puis on est sur des canaux différents. Donc, le slow revient. Oui. Avant notre dernière question, parce que le temps file tellement, je vais te poser une question, puis après, je laisse Cédric te poser notre question finale. Tu as mentionné que le développement personnel est vraiment quelque chose qui a changé la donne pour toi. Brièvement, quels étaient les points clés sans lesquels tu penses que tu n'aurais pas pu arriver à cette étape-là de ta croissance personnelle? D'entamer du développement personnel? Ouais. C'est clairement la dépression et l'épuisement. Ce qui est arrivé, c'est que je trouvais personne qui était comme capable de m'aider. Ma psychologue que j'avais eue, elle était spécialisée dans les femmes, en fait. Puis à un moment donné, elle était à bout de ressources. Puis pour elle avait terminé, en fait. Et j'ai cherché un psychologue spécialisé en neurodivergence, puis j'en ai pas trouvé. Il y en a pas. J'ai été sur... il y en a, mais je sais pas où ils sont. Dominique Gagnon, il y en a. J'avais demandé de donner sa référence, mais avant qu'il me réponde, il m'a dit oui, je vais te l'envoyer, écris-moi sur LinkedIn. Je l'attends toujours. Je pourrais lui réécrire d'ailleurs. On va le taguer. Parce que oui, tu le tagueras là, Dominique, si tu m'écoutes. On parlait de Dominique tout à l'heure, une neurodivergence. Oui, c'est 100%. Ça. Et parce que il disait ça dans sa conférence qu'il avait une psychologue justement qui était habituée avec les neurodivergents. J'ai mis ma coach professionnelle qui, elle aussi, elle est habituée avec les neurodivergents. Elle est en train de faire une thèse et une étude sur, je pense que c'est l'autisme et l'entrepreneuriat. Donc, elle m'aide énormément justement dans mon organisation, planification, etc. Mm-hmm. Je sais plus c'était quoi la question. C'était ça la question. Je reviens parce que je sens qu'on reviendrait. Les points clés au fait, et c'est ça qu'on voulait entendre. C'est ça donc. Les points clés que dans le contexte, dans ton design unique,
tu n'aurais pas pu t'en passer pour arriver là où tu en es. Donc, tu as nommé l'organisation, entre autres, mais quels sont les autres? En fait, c'est ça. Moi, c'est vraiment comme ce que je dis, j'étais fatiguée, épuisée, en fait. Fatiguée, épuisée, je baignais dans l'adolescence, je baignais dans un jeune enfant où on découvrait son autisme, donc de la gestion de crise. J'étais épuisée professionnellement aussi et je trouvais pas d'aide, en fait. J'avais l'impression qu'on me comprenait pas, puis j'avais l'impression de pas avoir de ressources ni quoi que ce soit. Puis j'ai commencé à m'intéresser, pas complètement par hasard, j'ai entendu un podcast sur du développement personnel, en faisant des recherches sur l'épuisement, etc. Puis ça a commencé comme ça. Ça a commencé par le lâcher prise. Le lâcher prise sur ce qui m'appartient pas, ça m'a changé la vie. La pleine conscience aussi. Ça a été, ça enlève énormément quand même d'anxiété, là. Ça fait pas toute la job. Parce que c'est un terme utilisé généralement. Non, la pleine conscience. Est-ce que tu parles de méditation? Est-ce que tu parles non. Là, j'en fais de la méditation. Ben ça m'aide beaucoup aussi, mais je parle vraiment d'être dans le moment présent de ce que tu vis. Et j'avais cet enjeu-là avec le sommeil, parce que le manque de sommeil était un enfer pour moi, là. Ça me vidait le cerveau. Puis ça, quand tu parles de choses clés, sommeil est essentiel. En plus, je suis épileptique, en plus de toute la neurodivergence. Donc, ça me prend une qualité de sommeil. Puis je ne l'avais pas. Je me réveillais épuisée. Et finalement, ce qui m'aide beaucoup, c'est... j'ai trop de bruit dans mon cerveau. Et que je me levais fatiguée. Donc, j'ai un bandeau avec des écouteurs plats, en fait, qui est en Bluetooth. Puis mon Bluetooth, je me mets des bruits blancs, là. Moi, c'est beaucoup de l'eau... de l'océan. Ouais. Et j'ai un timer qui ferme toutes mes applications au bout d'un moment. Mais ça fait que quand je me couche, je suis concentrée. Comme parler de pleine conscience, je suis là-dessus. Je suis pas rendue à résoudre des problèmes qui peuvent attendre le lendemain puis qui se résoudront pas. J'ai beau y penser, ça va pas se résoudre pendant que je dors. C'est pas le moment, c'est le moment de dormir. Ouais. Il y a une fois quelqu'un qui m'a dit... les problèmes te réveillent dans la nuit. Oui, mais non. Non, j'ai été faire à un moment donné une expérience chamanique, puis c'est ça qui a résolu mes problèmes d'insomnie. C'est incroyable. Je dis ça à ma médecin, elle dit... Wow. Ça va parler à beaucoup d'enfants. Oui, parce que j'ai essayé 4 sortes de somnifères. Mon médecin, là, j'étais un cas qui ne fonctionnait pas. J'étais rendue, envoie-moi les somnifères, je lâche prise, là. Ça marchait pas. Mais j'étais grosse insomnie. Et quand j'ai été faire ce soin tambour, c'était une expérience, je voulais faire une expérience chamanique. Moi, j'allais sans attente. À partir de là, j'ai dormi. Je m'endormais rapidement. Je dormais correctement, bien, profondément. J'ai recommencé à me souvenir de certains rêves aussi, que ça, je ne le faisais plus. Mais ça a changé ma vie. Ça m'arrive des fois encore d'avoir de la petite insomnie et tout ça, mais ça ne perdure pas. Excellent. Très intéressant. Et pour toi, c'est quoi, en une phrase, l'âme d'un entrepreneur? C'est quoi la définition? L'âme d'un entrepreneur. Oh là là, grosse question. Je peux prendre un temps de réflexion? Bien sûr. Oui. Tellement de choses, hein. Un entrepreneur. Je dirais que c'est celui qui ose et qui a de l'audace. En fait, c'est la première chose. Oser. Ouais. Pas avoir peur du culot, en fait. Ose. De toute façon... Le ridicule ne tue pas. Advienne que pourra. Ouais. Celui qui ose et qui a de l'audace. Ouais. Quelle belle définition. Ouais. Je vais même avec du culot. Mélissa, justement, elle pourra t'en parler. Ah ouais, c'est des choses que j'ai faites. J'ai dit, je crois pas que j'ai fait ça. Mais n'empêche que moi, avoir de l'audace m'a toujours réussi. Tu sais, comme mon congrès l'an passé, j'ai pu aller chercher vraiment des belles personnes que j'aurais pas pu aller chercher sans audace ni persévérance. Voilà, puis la passion aussi fait les choses. Là. Quand tu es passionné, tu contamines la personne avec qui tu parles, je pense. Mais le culot, j'aime ça. Bravo. Merci beaucoup pour quelle belle réponse. Merci beaucoup. Le temps a filé. Ouais, le temps file. Quoi? On va se faire engueuler, là. Je vois les panneaux. On a le boss, il a dit juste avant de se quitter, une dernière chose. Tu sais, Mélissa, elle nous a dit, invite Cindy, c'est une entrepreneur à avoir ici sur le canapé d'âme d'entrepreneur. Toi, quel entrepreneur que tu connais personnellement, que tu verrais, où on pourrait scanner son âme d'entrepreneur? Une qui me vient, là. J'en ai tellement, là. Là, j'espère que mes amis vont rester mes amis si je dis pas leur prénom.
Si c'est des vrais amis, ils vont rester. Oui, amis. les filles, ne me lâchez pas. On a demandé une alors. Mais celle qui m'a popé. popé vraiment de suite Personne parce inspirante. que je trouve qu'elle a vraiment de quoi apporter à notre société, à notre écosystème, c'est Josiane Racine-Gariepi. Ok. C'est vraiment elle, Racine-Gariepi. c'est une... Ah, elle est tellement avant-gardiste aussi, cette fille-là, dans le domaine justement du stress et de l'anxiété. Les fascias également. Elle a des années d'avance. Là. Cette femme-là est extraordinaire, je trouve. J'adore. Elle m'a beaucoup aidée aussi dans mon cheminement, dans ma gestion. Tant encore maintenant, quand j'ai des enjeux, je lui écris. Josiane, il faut que tu m'aides. Et elle est extraordinaire. C'est une femme qui est extraordinaire. Ouais. Il vous la faut ici. Là. Je vous le dis, les gars. Là. Ça vous prend Josiane ici. Ok, c'est beau. Excellent. C'est Bah, bon, c'est bien noté. C'est Ouais. bien noté. Je vous mettrai On en l'a- contact. On la taguera Ouais, aussi. merci tellement. Ouais. Merci beaucoup, Miruna. merci à Cindy. vous. Merci Cindy. Tellement. Merci C'est à très vous deux, intéressant, ouais. toujours trop court. Oui, exact. Ça passe trop vite. Merci de tout cœur. Merci à vous. Vraiment intéressant. De Bon laisser courage pour le parcours, pour les l'espace. prochaines choses. N'hésitez Oui. pas à nous écrire en commentaire ce qui se passe, les nouveautés. Ça nous oui. intéresse aussi. Oui. Oui. Et n'hésitez pas justement de commenter sur les points qu'on a discutés. On a toujours hâte d'entendre vos opinions et vos idées. Super. Excellent. Merci à tous. Donnez un petit peu d'amour à la vidéo, des j'aime, abonnez, partagez-la à des entrepreneurs qui ont besoin d'entendre ce message. Et puis, je vous dis à très vite dans un prochain épisode. À très vite. Bye. Bye bye.